Bonjour à tous de nous avoir rejoints pour la conférence sur le transport, la mobilité du futur. On va essayer de se projeter dans qu'est-ce que sera le transport dans quelques années avec un panel qui est assez représentatif de c'est quoi le transport de demain. On va parler de données, on va parler d'énergie, on va parler d'opérations, on va voir dans les villes aussi les enjeux de mobilité. Aussi des visions de clusters avec Monsieur Grandjean qui représente un cluster en transport du futur. Donc on va vraiment voir que la mobilité de demain, c'est vraiment autre chose que ce qu'on connaît aujourd'hui à travers tous les témoignages qu'on va pouvoir écouter. Alors vu qu'on est en retard, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Alors il nous manque un panéliste qui est peut-être retardé quelque part, mais on va démarrer puis on le prendra en cours de route s'il se présente. Je vais d'abord présenter quand même un petit peu tout le monde. Donc on a Monsieur Bonnel, directeur général non, c'est pas Monsieur... Oui, c'est Monsieur Bonnel, oui, c'est ça. Non, c'est Monsieur Bavaret, c'est ça. Excusez-moi, Monsieur directeur général de Keolis. On a Bruno Grandjean du pôle du transport du futur, du véhicule du futur. On a Monsieur Diot qui est le maire de la municipalité du Québec, Candiac, Monsieur Combérou d'EDF et puis Monsieur Capel de chez Orange. Donc merci à vous tous d'être là. Et comme donc Monsieur Grandjean, on disait, représente le pôle du futur, je me suis dit que c'était la bonne personne pour commencer ce panel, pour nous dire un petit peu de sa vision, de ce qu'il voit passer depuis différentes années dans le pôle. C'est quoi l'évolution du transport et vers où on s'en va dans les grandes tendances. Donc Bruno, ton avis sectoriel pour démarrer ce panel. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, au titre du pôle véhicule du futur, je représente un peu sur cette table ronde la partie automobile de la chose. Quand nous avons démarré le pôle en 2005, la mobilité pour nous, c'était l'automobile en tant qu'objet individuel. Et un véhicule propre, c'était une automobile diesel avec un filtre à particules. C'était la mobilité propre de l'époque, en 2005, il faut s'en souvenir. Actuellement, dans les dernières années, on a vu une révolution complète, y compris dans le monde de l'automobile, parce que même les constructeurs automobiles ont intégré l'approche servicielle, en considérant que ce n'est plus simplement l'objet automobile qu'il faut considérer, mais le besoin de mobilité qu'il faut remplir. Donc on est passé d'une approche je vends des voitures à une approche je réponds à un besoin de service. Et il faut se souvenir que par exemple PSA, quand il cherche actuellement à reprendre pied sur le marché américain, c'est pas en vendant des voitures qui repart en Amérique, c'est à Washington avec Free to Move, dans le cadre d'un service de mobilité où les voitures sont même pas des PSA. Dans cette approche-là, c'est plus compliqué puisque maintenant la question c'est pas simplement j'achète une voiture, je mets des voitures à disposition et puis tout le problème est réglé. Il faut se poser la question quel besoin on veut couvrir. Est-ce qu'on veut moins de pollution, moins de congestion, plus de mobilité? Et dernier point avant de laisser la parole, dans les grandes villes, tout fonctionne et quel que soit le service de mobilité, quelque part, il y aura toujours des clients. Même si on ne règle pas le problème. Dans les villes médianes, on est obligé de faire du sur-mesure. La prise en compte des conditions locales est essentielle et c'est ça qui est intéressant en termes de services de mobilité. C'est un challenge beaucoup plus gratifiant que mettre en place quelque chose à Paris où de toute façon ça va marcher mais ça ne réglera pas le problème. Merci Bruno pour cette introduction. Je pense que la suite logique de parler avec M. Bavaret de Keolis en tant qu'opérateur, on vient de parler de la notion de service. Aussi de nouveaux modes de solutions qui arrivent dans la mobilité, les trottinettes, l'autopartage, les voitures autonomes. Donc vous, en tant qu'opérateur, comment vous vivez cette transformation vers l'avenir? Keolis est un opérateur de services de mobilité et c'est sûr que depuis quelques années,
il y a une transformation qui est très profonde. Il y a on peut parler effectivement de véritables mutations avec 3 ruptures technologiques qui nous ont touchés. Les 3 ruptures, c'est le digital d'un côté, c'est l'intelligence artificielle et c'est la transition énergétique. Si on commence en fait par le digital, qui bouleverse effectivement toute la société, ça a eu un impact direct dans 2 domaines. Le premier, c'est l'information voyageur et la relation qu'on peut avoir en fait avec des clients. L'information voyageur, elle est devenue temps réel. Et la relation avec les clients, elle est contextualisée, elle est personnalisée. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui a été nouveau. Et le deuxième grand domaine, et qui est probablement celui où on a vu le plus se développer de nouveaux usages, de nouveaux services, c'est que Internet, le numérique, a permis en fait d'avoir accès à des véhicules partagés. Et je dis volontairement véhicules partagés parce qu'on pense d'abord évidemment à la voiture. Et la voiture, ça a été toutes les différentes formes de VTC, ça a été le covoiturage, ça a été l'autopartage, ça a été la location de voitures entre particuliers, donc, dont on voit bien effectivement que le véhicule individuel devient effectivement un véhicule partagé. Et on a vu ensuite d'autres véhicules que la voiture être touchés par cette nouvelle économie du partage. On a commencé par les vélos en libre service, que ce soit en free floating ou sous station. Il y a eu les scooters maintenant et les motos en libre service, les trottinettes, donc on a JB par exemple ici. Donc on voit que c'est quelque chose effectivement qui a bouleversé les usages. Et en parallèle, on a vu, et c'est une évolution qui est quasi sociologique, les voyageurs zappés. C'est-à-dire que le voyageur, il aime se déterminer au dernier moment, choisir, alors ça peut être en fonction de la météo, en fonction de son état de forme, en fonction du temps dont il dispose, de son budget. Au dernier moment, il veut pouvoir choisir, je prends ma voiture, je prends une voiture partagée, je prends des transports collectifs. Et pour les opérateurs, c'est un vrai bouleversement. Et le bouleversement, c'est qu'on doit de plus en plus, nous, être un intégrateur de services de mobilité et donner accès à un bouquet de services, que l'on soit nous-mêmes producteurs de ce service pour le compte d'une autorité organisatrice ou que l'on accède en fait à des services qui sont produits par d'autres. Alors, les spécialistes parlent du mobility as a service, c'est-à-dire qu'on a effectivement un bouquet de services qui est proposé à travers une application qui est unique, qui pour l'instant se développe plutôt dans une logique un peu de pay as you go, c'est-à-dire que vous avez accès d'une certaine manière à des solutions de mobilité en temps réel, vous pouvez choisir, vous pouvez les prendre dans une logique plan book ticket, c'est-à-dire que vous faites votre recherche d'itinéraire, vous réservez, vous payez, et votre téléphone portable vous sert de support billettique, soit pour de la validation, soit en cas de contrôle. Mais pour l'instant, c'est plutôt pay as you go, c'est-à-dire que si vous prenez du vélo, on va vous facturer du vélo, si vous prenez de la voiture, on va vous facturer de la voiture. Et l'élément qui est actuellement qui pourrait constituer un bouleversement, il y a une société en Finlande, la société WIM pour ne pas la nommer, qui elle a décidé de proposer un forfait. C'est-à-dire qu'en gros, vous payez un forfait et sur la base de ce forfait, vous aurez accès à tout. Nous, on considère objectivement que c'est assez risqué du côté de l'offreur. Par contre, effectivement, si ça marche, ça sera potentiellement une révolution. Deuxième, et je vais être plus rapide sur les autres ruptures qu'on observe. Deuxième, c'est l'intelligence artificielle avec 2 domaines d'application directe. Le premier, c'est l'autonomie des véhicules. On avait des métros automatiques. Demain, on aura des métros automatiques. On exploite depuis 2 ans à titre expérimental des véhicules autonomes. Alors, je pensais que Bruno Bonnel serait là pour en parler parce qu'effectivement, c'est lui qui est le plus à même d'en parler. Mais on pense que très clairement, le bus autonome, la navette autonome, viendra assez largement en fait avant le véhicule individuel. Le deuxième domaine où l'intelligence artificielle est clé, et ça peut être notamment une réponse aux problèmes de mobilité dans les périphéries des villes médianes, c'est les algorithmes qui nous permettent sur des transports flexibles, sur du transport à la demande, d'arriver à faire du groupage effectif en temps réel. Et ça, on pense notamment, donc l'idée c'est quoi? C'est que vous arriviez sur un véhicule à la demande qui peut être un VTC, qui peut être un minivan, qui peut être un minibus, d'arriver à faire en sorte effectivement que sur une solution qui est flexible, il y ait beaucoup de gens qui montent dans le véhicule plutôt que d'en avoir en fait un seul. Et ça peut être un élément de réponse aux vrais défis que l'on a, opérateurs et autorités organisatrices, qui est la desserte des zones peu denses, parce que la desserte des zones peu denses, il faut à la fois essayer de concilier une qualité de service qui suppose une desserte un peu fine et de la fréquence, et puis concilier le coût public. Et dernière rupture, et j'en aurai terminé, c'est la transition énergétique. Bon, on sait tous effectivement qu'il y a un problème climatique.
En France, le transport représente 38% des émissions de gaz à effet de serre. Donc très clairement, on ne peut pas s'exonérer de notre propre responsabilité et on doit participer à la réduction de l'effort. Alors je tiens d'abord à préciser que le transport collectif est un élément de solution. Parce qu'aux passagers transportés, on a évidemment un bilan carbone qui est meilleur que des solutions de transport en fait, individuelles. Donc on est cet élément de solution, mais il ne faut pas non plus s'exonérer de nos propres responsabilités sur les émissions que rejettent nos véhicules. Alors, je rappelle que les trains urbains, les métros, les trolleybus, les tramways, les funiculaires, les phénéphériques, ils fonctionnent à l'électricité, donc c'est déjà un progrès, ou en tout cas un élément qui est positif. Il reste les bus. Et pour les bus, aujourd'hui, on a deux solutions qui sont en voie de s'imposer. Le GNV, qui peut être une très bonne solution si c'est couplé avec des projets de méthanisation. On est bien dans une logique circulaire. Et puis on a l'électricité. L'électricité qui est une technologie plus mutante. Et ça, je pense que notre ami d'EDF en parlera évidemment avec plus d'autorité. C'est une technologie qui est mutante, notamment au regard de l'autonomie des batteries. Par contre, ça présente de vrais avantages. D'abord, absence de rejet, et puis en termes de confort des usagers, à plus long terme, il y aura l'hydrogène. Donc pour conclure, la mobilité telle qu'on la voit chez Keolis dans quelques années, c'est une mobilité qui sera d'abord connectée, qui sera personnalisée, parce qu'elle est connectée, qui sera partagée, et à partir du moment où elle est partagée, elle contribue quand même au plan économique et au plan du développement durable, en fait, à une bonne solution de ville intelligente. Ensuite, elle sera écologique et elle sera de plus en plus autonome. Ben merci, parce que ça va vraiment ouvrir la voie à nos trois autres panélistes. Vous avez parlé de navettes autonomes, Monsieur Diot pour en parler. On a parlé de l'importance des données, puis je suis sûr que ça va intéresser nos amis d'Orange et bien sûr d'énergie. Donc la table est mise pour la suite. J'aimerais avoir le point de vue d'une ville, Monsieur Diot. Donc je rappelle qu'à Candiac, puis ça fera le lien avec ce qu'on vient de mentionner. Donc, vous opérez le premier projet de navette autonome au Canada sur voie publique. Donc, pour vous, en tant que maire d'une municipalité qui est une ville médiane, 20 000 habitants environ, est-ce que c'est une des façons pour vous d'avoir une approche du transport du futur, ce projet de navette autonome? Oui, merci. Donc, bonjour à tous. Alors, effectivement, la ville de Candiac, ville de 21 000 habitants, a identifié dans son plan stratégique avec les membres du conseil de ville de faire du développement durable. Alors, c'est un objectif qui est très important pour nous. Ça a commencé à différents niveaux et, entre autres, si je reviens un peu sur les exemples que vous avez mentionnés tantôt, des systèmes d'information voyageurs dans les autobus. On en a mis déjà depuis 3 ans, 4 ans aussi. Du Wi-Fi ou du Wi-Fi, comme il dit aussi ici. Donc, dans les autobus, c'était fait aussi il y a 4-5 ans et ça a permis d'augmenter beaucoup au niveau de l'achalandage, au niveau de la fréquentation des autobus. Donc, c'est un élément important. Et on est rendu à une autre étape. L'autre étape, maintenant, c'est le véhicule autonome pour faire la suite des choses. Et on est très fiers d'avoir un partenariat avec Keolis qui opère effectivement une navette autonome chez nous depuis 2 mois. Et tout ça s'est fait au tout début avec IVEO, évidemment, qui était en amont de tout ça, le gouvernement du Québec aussi, avec Propulsion et le ministère de l'Innovation. Donc, avec la navette Navia, qui est le constructeur, et Keolis qui l'opère, nous avons depuis 2 mois sur le territoire public, donc sur une voie publique, une navette autonome 100% électrique qui circule. Alors, c'est une première au Canada, comme tu l'as mentionné, Benoît. On en est très fiers. Alors, ça n'a pas été simple, je vous dis, de mettre ça en place. Moi, c'était un travail qui a été fait par l'ensemble des partenaires et par aussi les employés de la municipalité de Candiac, évidemment, qui ont mis beaucoup de temps et beaucoup d'efforts avec l'ensemble des partenaires pour faire en sorte que le projet fonctionne. Le gouvernement du Québec aussi, évidemment. Alors, comment est-ce qu'il était pour réagir le ministère des Transports et nous, ce qu'on appelle la Société d'assurance automobile du Québec? Alors, s'il arrive un incident sur la voie publique, qui est responsable? La navette, l'autre partenaire sur la route, le piéton, etc. Donc, c'était pas simple. Alors, il y a eu beaucoup de négociations qui ont dû être faites par Keolis, entre autres, avec le gouvernement. Nous avons intervenu aussi avec le ministère des Transports pour faire en sorte que nous puissions avoir cette première navette sur rue publique, donc au Canada. Et les résultats jusqu'à maintenant sont très probants. Ça fonctionne très bien. Donc, la navette réagit très bien. En plus de traverser une voie ferrée, arrête aussi à une intersection où il y a des feux de circulation. La navette détecte le feu de circulation
et arrête et repart au feu vert aussi. Donc, plusieurs choses sont aussi en élaboration présentement pendant qu'on se parle. Et le test essentiel, c'est cet hiver. Alors, le but premier de ce projet pilote, qui est une première québécoise, c'est de tester la navette Navia cet hiver dans les conditions que l'on connaît au Québec qui sont très difficiles, avec les froids intenses que nous avons, jusqu'à moins 35 degrés, et en plus avec la neige. Alors, comment va la navette réagir avec de la neige sur les capteurs LIDAR, avec de la glace, avec du verglas, etc.? On a commencé au tout début de l'année dans notre belle saison d'automne avec des feuilles. On est candidat, ma ville sous les arbres. Les feuilles ont commencé à tomber. La navette a réagi quand il y a une feuille qui est tombée vis-à-vis de la navette. Elle a arrêté immédiatement. Une feuille. Alors, vous voyez, puis c'est correct parce que le volet sécuritaire, ce qu'on a compris évidemment, puis c'est très bien là, de la part de l'opérateur de Keolis, est évidemment une priorité. Alors, c'est sûr que les capteurs sont très, très sensibles. Bien, il va falloir les ajuster avec l'environnement qu'ils détectent avec ces nombreux capteurs. Donc, ce sont tous des résultats fort intéressants que l'on attend de par ces tests-là qui vont être faits les 6 prochains mois. Et d'ailleurs, qu'on va partager avec la Ville de Nevers. D'ailleurs, qu'on a signé une entente de partenariat ce matin avec le maire de la Ville pour pouvoir échanger justement ces résultats-là pour la suite des choses. Parce que comme on a dit, avec le ministre des Transports chez nous, c'est un projet pilote. Mais évidemment, c'est un projet pilote qu'on veut transposer à l'ensemble du Québec éventuellement. Donc, on attend des résultats de ça. Merci, M. Diotte. Puis surtout intéressant de voir qu'une municipalité de 20 000 habitants est un des pionniers dans ce genre de projet qui confirme que l'innovation n'est pas juste pour les grandes métropoles, ce qui est vraiment au cœur, là, je pense, du CIVIM et de ce qu'on discute pendant ces 2 jours. Donc, merci pour ce témoignage. Monsieur Capel, on a parlé des données. Quand on parle de données, on doit les transmettre à un moment donné. Donc, les opérateurs de télécom ont un rôle important à jouer dans le transport de demain, dans le temps réel. Quelle est aujourd'hui, donc, pour vous, la place du numérique dans ce développement du transport du futur? Alors, si on parle effectivement, enfin, les données sont, tout le monde les voit comme un gros enjeu. J'ai surtout envie de parler usage là tout de suite et de rebondir justement sur ce qu'a pu nous raconter Frédéric Bavrez et autour du numérique dans la mobilité, parce qu'effectivement ça a apporté une disruption énorme dans un secteur qui était classiquement très cloisonné entre d'un côté la voiture individuelle, la route, et puis de l'autre côté les transports en commun. Et ça, c'est en train d'exploser complètement. On voit arriver un nombre d'innovations considérables, mais de tout genre, hein, que ce soit les aspects technologiques, on a vu autour des voitures, de tous les véhicules électriques, hein, la voiture, les vélos, les trottinettes, je ne sais pas ce qu'on inventera demain, la voiture autonome dans pas très longtemps, et puis les voitures volantes, il y a des gens qui y travaillent, hein, elles arriveront aussi, alors peut-être pas de façon massive, mais elles arriveront aussi. On a aussi tout ce qui est réglementaire, avec les pastilles vertes, avec les zones à basse émission, le péage urbain qui va être probablement un gros sujet des années à venir, et puis tout ce qui est la révolution de l'usage. Hein. Aujourd'hui, les jeunes, pour eux, la propriété d'une voiture, c'est plus le premier but, loin de là. Les gens sont prêts à partager tout type de véhicule. Donc toute cette économie du partage change également énormément de choses par rapport aux usages. Et donc là, on arrive à parler de la mobilité servicielle. Hein. Donc là, Frédéric a très bien expliqué tout l'aspect, le MAS, cet acronyme. À défaut d'être barbare, au moins anglais, hein, pour la Mobility as a Service, et tout ce qui va permettre, puisque notamment, et ça s'inscrit, hein, ça c'est comme la dernière révolution sociétale qu'on ait connue, j'arrive, je voyage, je veux me déplacer, le système va me proposer le meilleur voyage par rapport à ma configuration, mon usage à moi, et derrière ça va permettre de partir de chez soi, de prendre la voiture jusqu'à un parking relais, puis de prendre le tramway puis le vélo, et puis ensuite de reverser l'argent à chacun des acteurs de cette chaîne. Après, au côté Orange, on pense que cet aspect mobilité, et il va vivre par les opérateurs de mobilité, mais en tant que collectivité, il faut l'intégrer dans une réflexion un peu plus globale. D'abord parce qu'un déplacement, il n'a jamais lieu que pour une raison, et l'intégrer sur l'ensemble des services de la ville. C'est-à-dire qu'on va construire une grosse plateforme informatique qui va permettre d'agréger tout un ensemble de services, et quelque part, il n'y a pas de raison de s'arrêter au service de la mobilité, pas intégrer aussi tous les services de la ville, que ce soit les piscines, les bibliothèques, les cantines scolaires, notamment. Et ce n'est pas les plus difficiles à connecter, en fait, la mobilité est le sujet le plus compliqué. Et de
parler, finalement, enfin le MaaS, il arrive à peine qu'à notre sens, on devrait déjà parler du CaaS, hein, City as a Service. Et City as a Service, quand on le traduit en français, on va le traduire ma ville dans ma poche. Voilà. Merci, très, très intéressant, ça donne déjà plein de deuxième ou troisième questions. Monsieur Combernou, donc on a parlé télécom, on a parlé durable, donc énergie. EDF, on pense à électricité, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres choses. Donc, quelle est votre opinion sur le transport du futur en termes d'énergie? Alors, l'énergie fait partie de l'écosystème de la mobilité. Donc, on a parlé tout à l'heure d'un futur en termes de transport qui va être intelligent, connecté, collaboratif. Moi, je vais insister sur le collectif, le décarboné, parce que je pense que c'est ça aussi l'enjeu de la transition énergétique. L'innovation et le service. Alors le collectif, comme il a été rappelé, le transport collectif en France par exemple, tout ce qui est train, tramway, ce sont des transports qui sont propres et on pense que là il y a un vrai sujet pour les développer et quand on a une électricité décarbonée comme chez nous, ça a tout son sens. Décarbonée, on pense que la voiture électrique a toute sa place, mais elle n'a qu'une place dans le dispositif, mais elle va être facteur d'innovation. Il va y avoir un certain nombre de ruptures technologiques issues de ces nouvelles conditions de transport, et on pense que la mobilité électrique a toute sa place dans la smart city, dans la smart home à la maison, et dans la smart industry, parce qu'elle va révolutionner aussi la production des grands constructeurs. Après, innovation. Et là je vais en tenir à la partie électrique, il faut qu'on arrive à trouver des solutions totalement innovantes pour recharger les batteries, pour les réutiliser. Et c'est pour ça que le groupe travaille à deux sujets, le smart charging. En fait, c'est utiliser votre batterie à la fois comme stockage et comme élément de propulsion. Et là, on pense qu'il y a un vrai chantier. Et le deuxième chantier, c'est la réutilisation demain des batteries. On pense que les batteries peuvent avoir une deuxième vie dans le cadre du stockage de l'énergie sur nos réseaux. Voilà, donc ça c'est la partie. Et dernier point, c'est la partie service. Et là je prends aussi l'aspect voiture électrique. La voiture électrique se développera si on apporte un service à la fois à la maison et sur l'espace public. Alors notre filiale qui s'occupe de ces sujets, Easyvia, son slogan c'est Go Easy. C'est-à-dire l'enjeu, c'est de faciliter le service, la recharge, l'utilisation de son véhicule électrique de manière à ce qu'il n'y ait aucune peur à l'utiliser. Et c'est ça l'enjeu aussi de la mobilité électrique. Voilà. Merci. J'ai déjà des questions en tête, mais peut-être que vous aussi, puis je pense que si vous êtes venu, vous avez un intérêt pour ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Quelqu'un qui aurait une question pour les panélistes ou... Je vous donne 10 secondes pour y penser. Oui? Concernant l'électricité, bonjour Monsieur Combernou. Simplement la production, comment on va faire? Effectivement, l'électrique c'est l'avenir de demain, mais comment on va faire pour le produire? D'un côté on veut fermer les centrales nucléaires, et puis de l'autre côté il faudra plus d'électricité. Comment on va pouvoir faire? Ok, c'est bon. Alors, si j'imagine qu'on ferme des centrales, c'est qu'on aura ouvert des autres outils de production. Voilà, donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est pas le sujet. Non, c'est le dernier sujet que j'évoquais. L'enjeu, c'est de pouvoir déplacer la consommation électrique au bon moment. Voilà. Et là, tout l'aspect connectique, intelligence, va nous permettre vraiment d'utiliser et d'optimiser la recharge des batteries, et comme je l'indiquais, vraiment aussi d'utiliser cette capacité. Quand il y aura 600 000 véhicules, 1 million de véhicules en France, c'est une capacité de stockage qui est colossale. Voilà. Et elle peut nous permettre de déplacer 10 minutes à un quart d'heure de pointe. Dans les partenariats que nous avons noués, nous travaillons par exemple avec une start-up en Californie qui a réussi à agréger des stockages individuels de véhicules et à leur donner une valeur économique. Voilà, si demain on arrive à faire le même système en France, on va pouvoir effectivement limiter l'impact sur les réseaux qui est un vrai enjeu. Et je voudrais rebondir là-dessus, la question de
de la consommation est une question intéressante qui permet de replacer les choses de façon un peu plus large. Il ne s'agit pas forcément de remplacer un véhicule thermique par un véhicule électrique un pour un. On est dans une démarche beaucoup plus globale, dans une révolution beaucoup plus globale, où l'approche servicielle a pour corollaire de aussi diminuer le besoin en termes de véhicules, en termes de déplacement individuel, et on optimise beaucoup plus les mobilités. À terme, avec tous les outils que les uns et les autres mettent à disposition, on est appelé à optimiser beaucoup plus les mobilités et donc à diminuer la consommation d'énergie globale et pas simplement remplacer un véhicule thermique par un véhicule électrique qui fait exactement le même kilométrage et le même usage. Oui, je pense qu'il faut regarder aussi le contexte de chacun des pays aussi au niveau énergie. Juste pour parler d'un avantage certain au niveau du Québec, au niveau de l'électricité, Hydro-Québec produit à 98 % d'énergie hydroélectrique. Alors, c'est sûr que pour nous, c'est un avantage, évidemment. On n'a pas à se poser la question qu'a posée monsieur, qui est très pertinente. Bien, bref, c'est pas pour vouloir relancer, bien, c'est notre situation que nous avons, ce qui fait en sorte que le gouvernement du Québec a mis en place justement des mesures et des programmes pour utiliser davantage les véhicules électriques et développer tout le domaine électrique, que ce soit au niveau des véhicules, des navettes, etc. Donc, on est là-dedans présentement et le coût de l'électricité est 5 sous du kilowattheure. OK? Alors, c'est le plus bas en Amérique du Nord. Alors, on est chanceux d'avoir ça, on en est conscient, mais on ne l'utilise pas assez présentement, cet avantage-là, et on aurait tout intérêt, avec l'ensemble aussi des manufacturiers, à aller de l'avant vers, évidemment, l'électricité et les volets électriques. Monsieur Bavarez, un commentaire, oui. Je crois qu'il y a aussi un point qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en fait, avec le développement du véhicule électrique, on développera aussi les solutions qui permettent de stocker de l'électricité et donc d'éviter que vous ayez un appel de charge monstrueux, tout le monde au même moment. C'est-à-dire que vous vous souvenez qu'en Angleterre, il y avait un pic d'électricité à 17h quand on mettait les kettles pour faire le thé. Là, c'est vrai que si tout le monde se mettait, je rentre à 19h à mon domicile, je charge ma voiture en charge rapide, ça poserait un problème. Et je pense qu'on aura en tout cas, sur les véhicules de transport en commun, on aura des solutions de stockage de l'énergie à des heures creuses et qu'on restituera en fait aux véhicules au moment où on en a besoin. Et ça, y compris si on fait de la recharge en bout de ligne. Quand vous faites de la recharge en bout de ligne, qui est de la recharge rapide, donc contrairement à la recharge qu'on fait dans un dépôt la nuit, on stockera l'énergie à proximité dans un condensateur, on va appeler ça comme ça, qu'on restituera de manière très rapide. Et on évitera l'appel de charge brutal, qui est celui qui potentiellement conduit le plus à produire l'électricité. Néanmoins, la question que vous posez, elle est réelle, c'est si tout ça c'est destiné à être alimenté par de l'électricité qui est produite avec des centrales au charbon, voire des centrales au lignite, c'est sûr que le bilan environnemental global, il est effectivement assez largement discutable. Merci. Donc, une question qui a soulevé bien des commentaires. Merci. Peut-être, parce que je sais qu'on est en retard, puis il y a d'autres panélistes qui s'en vont, mais je voudrais quand même relancer peut-être chacun d'entre vous. On s'est projeté dans le futur. On est allé en effet dans des concepts qui font rêver, le MaaS, où on pense qu'on va pouvoir tout gérer à la demande quand on veut. Puis maintenant, aujourd'hui, on se rend compte encore que l'auto-solo, ça reste quand même quelque chose de très développé. Les véhicules électriques, même si, Normand, tu mentionnais là, la grosse force au Québec, on a encore très peu de véhicules électriques par rapport à une flotte standard. Donc on voit que le changement, le fameux changement, est pas évident à amorcer. Donc peut-être un commentaire là-dessus de vous, est-ce qu'il y a un premier pas à faire ou est-ce qu'il faut y aller brutalement de façon complète? On sait que ça va nécessiter aussi une collaboration d'acteurs qui doivent en effet se partager des nouveaux modèles d'affaires. Donc c'est très complexe, même si on voit qu'il y a une finalité. Par où on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Je lance la question un peu difficile, mais je pense que arriver au futur, comment on va y arriver? Ouais, Normand? Je peux peut-être me lancer, si tu permets, Benoît. Écoutez, on est à l'ère maintenant aujourd'hui de regarder comment nous allons développer nos villes pour le futur. Et je pense que l'innovation, c'est une partie fort importante. Si on se fait aux objectifs des Nations Unies, donc les 17 objectifs de l'agenda urbain 2031 des Nations Unies, évidemment, le volet innovation là-dedans, il est pour beaucoup. Alors, je pense qu'il faut vraiment bâtir nos villes du futur. C'est aujourd'hui que ça commence.
Et ça commence avec des projets semblables, comment l'innovation peut aider nos municipalités à se développer dans le futur. Et c'est par le partenariat que nous allons le faire. Alors, on ne peut plus travailler en silo. C'est dépassé, cette vision. Il faut vraiment travailler ensemble, partager nos connaissances avec l'ensemble des partenaires et de faire en sorte qu'on va avoir un monde meilleur. Enfin, une chose sur notamment quand on parle des outils numériques, il y a aujourd'hui de plus en plus cette approche par briques, par éléments. Moi, j'aime bien citer l'exemple des Lego. Hein. Ça a bercé mon enfance. Et encore aujourd'hui, la façon dont on conçoit nos solutions, et c'est le cas de la plupart des acteurs, c'est vraiment comme avec des briques. Et je pense qu'une collectivité qui veut aller dans cette direction, il y a un peu le côté penser global, agir local, mais qui est aussi penser à où est-ce qu'on aimerait être dans 5, dans 10, dans 15 ans, et puis pas attendre de tout avoir pour se lancer, mais d'y aller étape par étape, et il y a plein de solutions pour ça, qui ensuite, est-ce qu'on commence par les vélos, est-ce qu'on commence par la plateforme, est-ce qu'on commence par l'information, est-ce qu'on commence par le paiement, c'est le plus compliqué, c'est sans doute pas par là qu'il faut commencer. Mais les éléments arrivent, et on a de plus en plus de solutions qui arrivent. En complément, je crois que sur la partie digitale et numérique, ce qui est le plus important, c'est de rester effectivement complètement ouvert. Sachant que les solutions qu'on va développer, de plus en plus, en fait, le voyageur sera lui-même un co-constructeur en fait, de son offre de transport. Et il y a un écosystème avec des startups qui doit notamment rester extrêmement ouvert, parce que beaucoup d'idées sont venues des startups en fait, en matière d'économie du partage, éventuellement de nouvelles solutions pour les paiements qu'on n'a pas directement évoqués. Et ça, je crois que le plus important, c'est rester ouvert, mais tout en laissant la possibilité à la collectivité locale de garder un rôle de régulation. Typiquement, il y a un sujet qui anime la France depuis un mois, des trottinettes électriques qui roulent à 25 à l'heure sur les trottoirs. Il y a déjà un certain nombre de maires qui ont dit non, ça c'est pas possible. C'est trop dangereux. Et donc, et si vous êtes sur la voirie sans casque, c'est trop dangereux pour vous. Là, c'est pas pour les piétons, c'est pour vous. Et donc, je pense qu'il faudra que les collectivités locales puissent réguler, et ça pose notamment la question des données. L'open data, on est tous pour. On est conscient, par contre, que si vous voulez produire des données de transport en temps réel, en qualité, c'est-à-dire que les données aient été mises entre guillemets en qualité, ça coûte cher. On est tout à fait d'accord pour qu'elles restent accessibles. Mais à mon avis, il faut que ça reste potentiellement sous le contrôle des collectivités. Évitons de faire le lit des GAFAM de manière en fait un peu trop ouverte, avec le risque en fait qu'ils euthanasient l'écosystème des startups. Sur le côté transition énergétique, c'est vrai que la prise de risque, elle est un peu plus importante, parce que quand vous achetez un bus, en théorie, c'est pour 15 ans. Les choix qu'on pouvait faire il y a 3 ans, ce n'est pas les mêmes qu'on fera aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes qu'on fera dans 3 ans. L'exemple type, c'est les batteries. Il y a 3 ans, on nous disait la batterie, elle durera 5 ans, donc vous la changerez 2 fois sur la durée de vie du véhicule. La bonne nouvelle, on ne la change plus qu'une fois, on améliore et c'est le choix, que ce soit pour l'opérateur ou pour la collectivité, il est un peu difficile compte tenu du caractère entre guillemets mutant de la technologie. Et donc on a besoin que soit aussi autour de la table les constructeurs de matériel et les fournisseurs de batteries. Et malheureusement, et je crois que c'est vrai aux États-Unis comme en Amérique du Nord, pardon, comme en Europe, les producteurs de batteries sont quand même pour l'essentiel en Chine. Et ce serait bien, à mon avis, je pense qu'on puisse, en Amérique du Nord d'un côté et en Europe de l'autre, essayer d'avoir en fait une filière de producteurs de batteries et pouvoir construire avec eux sur le long terme, parce que c'est bien un enjeu clé sur la partie motorisation électrique. Sur les batteries, les batteries, c'est la Chine et la Chine. Voilà, donc, voilà, et ils produisent 500 000 véhicules électriques en 2017 sur 1 million dans le monde. Voilà. Pour répondre à votre question, je crois beaucoup au partenariat. Donc on a noué des partenariats avec des constructeurs, et chaque constructeur, c'est un objectif différent. Nissan, là par exemple, c'est notre filiale en Angleterre qui travaille sur la seconde vie des batteries. Renault, c'est vraiment sur le service. Voilà. Et puis les startups également. Je crois que là, l'écosystème doit fonctionner, et tout le monde y a sa place.
Je souscris à tout ce qui vient d'être dit. Je voudrais prendre une approche un peu différente. On est dans une révolution quelque part servicielle et ça implique tout le monde. Donc les entreprises doivent changer, les collectivités doivent changer, mais les individus aussi doivent changer. Et une chose qu'on peut faire, c'est accompagner les changements des individus. Par exemple, quand une collectivité favorise l'autopartage ou favorise la mise à disposition de véhicules électriques, ça met en contact des gens avec de nouvelles solutions, ça dédramatise des solutions innovantes et ça permet de faire changer les mentalités et faire évoluer globalement le système. Donc le système évolue par le haut parce qu'il faut proposer de nouvelles solutions, mais ne peut pas avancer sans les citoyens qui doivent s'approprier les nouvelles solutions. Donc il faut arriver à faire le lien entre ceux qui proposent et ceux qui font. Je voulais juste prolonger le propos en indiquant que ce qui est essentiel, c'est de laisser personne au bord du chemin. Parce qu'on est effectivement, notamment en matière d'utilisation du smartphone sur des solutions qui sont effectivement pour des gens qui spontanément n'ont pas de difficultés, il faut aussi penser, et notamment quand vous êtes un opérateur de transport collectif qui est un service public, à vraiment ne laisser personne au bord du chemin. Et la philosophie de Keolis, c'est de traiter de l'illettré à l'e-voyageur. Et il ne faut pas oublier effectivement les premiers. En France, il y a 10% d'illettrés. Et si donc de gens qui ont des problèmes en fait avec les signes, et ceux-là généralement c'est pas les plus habiles avec un smartphone. Ils se servent éventuellement du téléphone, peut-être qu'ils font des jeux, mais je suis pas sûr effectivement qu'ils développent des applications. Et donc à chaque fois, on doit avoir le souci d'accompagner les plus modernes, les plus innovants, les plus serviciels, mais de faire en sorte effectivement que les autres ne restent pas au bord du chemin. Très, très bon. Ça. Écoutez, Normand, allez-y, on est là pour ça. Rapidement, oui, peut-être pour la fin, dernier mot. C'est qu'évidemment, quand on parle d'innovation, on parle de gestion de changement. On le vit dans nos entreprises, on le vit dans nos villes aussi. Donc, on est vraiment là avec cette notion-là de gestion du changement. Et chez nous, le projet pilote, quand on l'a mis en place, évidemment, le conseil de ville était d'accord. On en a discuté, ils étaient tous d'accord. Mais il fallait en parler à nos employés. Parce que nos employés ont travaillé très fort sur le dossier. Et si les employés n'étaient pas au rendez-vous et le temps et l'énergie qu'ils ont mis dans le projet pour faire en sorte que ça fonctionne, on ne l'aurait jamais eu, ce projet pilote-là. Alors, il faut faire percoler, évidemment, nos orientations politiques vers l'entreprise ou vers la municipalité pour être sûr que jusqu'à la base, ces orientations-là soient bien comprises pour que tout le monde puisse mettre l'épaule à la roue. Merci. Un autre commentaire? Sébastien? Une dernière question dans la salle? Alors, on va vous remercier. On a gagné un petit peu de temps, donc merci d'avoir été aussi dynamique et puis inspirant dans ce panel. Je pense qu'on peut applaudir tout le monde. Merci de votre contribution.